vient cette armure? Elle vient de Constantinople, maître Loutre. Mais comment avez-vous récupéré une telle armure? J'étais là, quand la grande cité est tombée. Mais que faisiez-vous aussi loin de chez vous? Cela faisait des mois que nous nous y attendions. L'empereur Constantin avait fait accumuler des vivres dans la ville dès 1452. Et le pape avait même envoyé 200 archers en octobre. Un soutien de façade s'il en est. Quant à moi, que faisait un Génois là-bas? Je faisais partie de la troupe de Giovanni Giustiniani. C'était un grand général génois, spécialisé dans les défenses des villes, et je l'accompagnais avec 400 de mes camarades génois, ainsi que 300 grecs. Nous étions venus supporter Constantinople dans l'épreuve qui l'attendait. Mais pourquoi le pape n'avait-il envoyé que si peu d'hommes? La grande cité était la capitale de l'Empire depuis l'an de grâce 395. Et bien que la partie occidentale de l'Empire ait chuté, les Romains d'Orient, ou les Byzantins comme tu préfères, sont restés les héritiers de ces traditions. Malheureusement pour eux, bien que ce soient des frères chrétiens, ces orthodoxes ne s'accommodaient pas de notre religion. C'est pourquoi le pape ne leur avait envoyé qu'un si négligeable contingent. Mais après tout, c'était mieux que rien. Sais-tu pourquoi ces événements se sont déroulés? Depuis l'accession au pouvoir de Mehmed II en 1451, les tensions montaient entre les Ottomans et les Byzantins. Enfin, du moins ce qu'il en restait. L'Empire s'était effondré lors des derniers siècles. Il n'était alors plus que l'ombre de lui-même. Cependant, il représentait une épine dans le pied des Ottomans. En contrôlant le Bosphore, la cité restait un important carrefour commercial. Et bordée du grand mur théodosien à l'ouest et de la Corne d'Or au nord, elle semblait imprenable. Les Ottomans s'y étaient d'ailleurs déjà cassé les dents. C'est ce sentiment de sécurité qui causa la perte des Byzantins. L'empereur exigea maladroitement une rente annuelle au sultan, qui fit décapiter les émissaires. Lui qui cherchait à asseoir son pouvoir venait de trouver son casus belli. Il fit ériger la forteresse de Rumpeli-Hisari au point le plus étroit du Bosphore pour empêcher l'arrivée de renforts et leva une armée de plus de 100 000 hommes. Et comment est-ce que tout cela a commencé? C'est le 2 du mois d'avril que tout commença. Nous virent arriver les premiers éclaireurs ottomans et firent alors immédiatement lever la chaîne entre Constantinople et la ville génoise de Péra, de l'autre côté de la Corne d'Or, afin de protéger notre flotte et le flanc nord de la ville. 26 navires y étaient à l'abri. En face, les Ottomans avaient fait ramener depuis Gallipoli une flotte de 126 navires. J'étais sur les murailles, aux côtés de Giustiniani, de l'empereur et de sa garde, tandis que Lucas Notaras, mégadux grand amiral et conseiller de l'empereur, s'occupait des réserves et des quelques troupes qui défendaient les murailles côtières. 3 jours plus tard, le 5, le reste de leur armée arriva. Le siège de Constantinople venait de commencer. Et les combats démarrèrent immédiatement? Non. Le lendemain, le sultan proposa la reddition de la ville, ce que Constantin XI ne pouvait que refuser. 7000 défenseurs contre 100 000 Ottomans. Nous étions bien équipés et déterminés. De plus, les murailles nous protégeaient et réduisaient l'importance du surnombre ennemi. Malheureusement pour nous, nous ne disposions pas de suffisamment d'artillerie, ce dont les Ottomans, eux, ne manquaient pas. Et face au refus de l'empereur, nous étions assaillis de toutes parts par les boulets ottomans. Cela devait être effrayant. Oui, et au milieu de ces bouches à feu se trouvait un monstre, imaginé par un ingénieur hongrois de nom de Urban. Le traître avait vendu ses services à Mehmed II. Un canon si immense qu'il était tiré par plus de 60 bœufs et 200 hommes. Nous n'avions jamais vu un monstre de cette taille, plus de 8 mètres de long, et un vacarme si assourdissant à chacun de ses tirs. Mais malgré tout ce déploiement et cette démonstration de force, nous tenions bon. Chaque nuit, nous comblions les brèches des murs, et malgré leurs assauts, nous tenions bon et nous gardions le moral. Alors qu'ils nous attaquaient, encore et encore, nous réussissions à repousser chacun de leurs assauts. Le moral et la discipline étaient bonnes, et nous avions bon espoir de remporter la bataille. Surtout, le 20, alors que nous avions déjà repoussé à plusieurs reprises nos ennemis, nous virent arriver au loin 3 navires génois et un byzantin, pleins de vivres et de renforts payés par le pape. À cette vue, nos cœurs se remplirent d'espoir. Mais il restait à ces 4 navires à traverser la flotte ennemie jusqu'à la chaîne de la Corne d'Or,
qui devaient être abaissés afin de leur laisser accès au port. Les navires combattirent toute la journée pour atteindre le port, tranchant et brûlant les Ottomans à l'aide du feu grégeois. Et bien que la flotte ennemie soit bien plus nombreuse, leurs navires étaient bien plus petits que les nôtres, et leurs marins moins expérimentés. Lors de cette journée de combat, nos frères chrétiens prirent même l'œil de l'amiral ennemi, de quoi faire enrager le sultan devant l'incapacité de sa si grande flotte. Cette arrivée de renforts et de vives permit à nos hommes de souffler un peu, et le soir même, nous en profitions pour festoyer et nous rassasier. Le moral des défenseurs était donc bon. Oui, mais notre joie ne fut que de courte durée. Le bombardement redoublèrent d'intensité, nous obligeant encore plus à retourner consolider les pans des murailles abattues. Une épaisse fumée surplombait le champ de bataille, et que ne fut pas notre surprise de voir au matin du 22 70 navires ottomans dans le port. Les Ottomans avaient fait passer leurs navires en gravissant la colline derrière Péra, pourtant haute de plus de 60 mètres. Nous n'en revenions pas. Nous devions réagir au plus vite. Mais alors que l'urgence était là, une querelle apparut entre Vénitiens et Génois, chacun accusant l'autre de vouloir toute la gloire, et au lieu de réagir promptement à cette menace, une expédition pour brûler les navires ne fut entreprise que le 28 au soir. Bien trop tard. Les Ottomans avaient eu le temps de renforcer leur position, en positionnant de l'artillerie sur un pont de tonneaux construit pour l'occasion. L'expédition fut un échec retentissant. Cet échec nous a contraints à déplacer une partie de nos troupes de la muraille vers le port, fragilisant nos défenses. De plus, Péra, qui nous faisait parvenir des vivres depuis le début du siège à travers la baie, ne pouvait plus nous supporter. Nous étions seuls. J'imagine que ça a été un coup dur pour vous. Oui, les semaines qui suivirent furent rudes, les stocks de provisions s'amenuisaient, tandis que les pertes s'accumulaient. Nous tenions sur nos remparts, mais pour combien de temps encore? Les Ottomans tentèrent à maintes reprises de faire s'écrouler nos remparts, en réalisant des sapes pour les faire s'écrouler. Heureusement pour nous, notre expédition comptait dans ses rangs un ingénieur écossais du nom de John Grant, et grâce à son concours, nous pûmes à chaque fois réaliser des contre-sapes efficaces et ainsi protéger nos murailles. Mais ne pouvant passer par-dessous, les Ottomans tentèrent de passer par-dessus, en érigeant un grand château de bois et en tentant de l'amener près des murailles. Heureusement pour nous, nous réussirons à le brûler le 18. Les Ottomans restaient à l'affût de chaque occasion, et notre épuisement se faisait sentir. Mais tout espoir n'était pas perdu. Nous espérions encore l'arrivée d'une flotte vénitienne. Après tout, l'entraide chrétienne n'était-elle pas maître? L'espoir n'était donc pas mort? Non. Et c'est dans cet espoir que des marins vénitiens prirent la mer à bord d'un navire ottoman capturé, dans l'espoir de traverser les lignes ennemies et de trouver une expédition de secours. Malheureusement, le sort s'acharnait contre nous. Et c'est dépité que le 23 nous virent le navire revenir au port, pourchassé par une escadre ennemie. L'espoir revenait au port, mais il y revenait pour s'éteindre à petit feu. Le 25, Mehmed II renouvelait une dernière fois sa proposition de reddition. Mais bien que nous soyons battus vaillamment pendant près de 6 semaines, Constantin ne pouvait pas se résoudre à rester dans l'histoire comme celui qui aurait abandonné la cité aux mains de l'ennemi. Il était résolu à se battre. Jusqu'au bout fut-il, s'il en était nécessaire jusqu'à la mort, la nôtre et celle de l'Empire. Le 27, une partie de l'enceinte extérieure s'était effondrée, et dans la nuit les Ottomans réussirent à combler le fossé avec les gravats. La fin s'approchait, nous le sentions, et comme une enclume prêtre frappée par la fureur du forgeron, nous attendions, prêts à encaisser les coups jusqu'au bout. Mais avant de battre le fer, il faut le chauffer. Et les Ottomans chauffaient le fer à blanc. Cette attente était insupportable. Le 28, la pression était à son comble. Le calme était pesant. Une lourdeur prémisse d'une tempête sans commune mesure qui allait s'abattre sur nous. Les civils s'étaient rassemblés à Sainte-Sophie. C'est dans la grande cathédrale que latins comme orthodoxes communièrent ensemble. Ce sont donc les Ottomans qui réussirent l'exploit de nous rassembler. Quelle ironie! Durant la nuit, nous nous rassemblions sur les remparts, rejoints par nos généraux et par l'empereur lui-même. Les portes se refermèrent derrière nous, plus aucune retraite n'était possible. Nous le savions. C'est ici que nos destins allaient se jouer.
Le calme avant la tempête. C'est cela. C'est le 29 que l'enfer s'abatta sur nous. Vers 1h30 du matin, des vagues de Bachibouzouk déferlèrent sur la brèche, défendue par Giustinani et par l'empereur lui-même. Et bien que ce ne soit que des troupes d'une piètre qualité, leur surnombre nous mettait à mal, et ils étaient poussés par une police qui battait chacun de ceux qui fuyaient. Quant à ceux qui arrivaient malgré tout à passer pour s'enfuir, ils étaient implacablement tués par les janissaires, les troupes d'élite ottomanes. Mais malgré tous leurs efforts, nous réussirent à les repousser. Les Bachibouzouk n'étaient pas de taille face à nous. Mais nous n'étions pas dupes, cela n'était que les prémices d'une journée qui resterait dans les mémoires. Ces assauts se répétaient également, en d'autres points de nos défenses, nous obligeant à disperser nos troupes. Là était leur réel objectif. Nous disperser et nous fatiguer avec le menu frottin, avant de nous envoyer des adversaires plus braves, une stratégie simple, mais d'une redoutable efficacité. À peine le premier assaut repoussé, que nous étions assaillis par des régiments anatoliens bien mieux entraînés, et le grand canon qui avait été endommagé pendant le siège avait été remis en service pour l'occasion. Les énormes brèches qu'il créait dans la muraille étaient d'autant plus de points que nous devions absolument défendre, divisant ainsi nos effectifs. C'est là qu'environ 300 Anatoliens réussirent à passer les remparts. Mais Constantin veillait, et lui et sa garde se battirent comme des bêtes féroces et repoussèrent l'ennemi. Pour sûr, s'il était un chef, en voilà un. Un homme inspirant, ce Constantin. Assurément. Mais alors que les Anatoliens étaient en fuite, nous tentions désespérément de réparer les murailles, mais nous étions exténués. Et bien que nos camarades arrivaient facilement à repousser leurs adversaires, retranchés sur leurs murailles intactes, ils ne pouvaient nous venir en aide. Les Ottomans attaquaient partout, et ils ne nous laissaient aucun répit. La moindre chance de nous regrouper était tout de suite anéantie. Une pluie de boulets s'abattit sur nous, nous empêchant de rebâtir nos défenses. Le troisième assaut fut le plus redoutable. 12 000 janissaires s'avançaient vers nous, implacablement, calmes et inarrêtables. Ils ne se ruaient pas en une masse informe, se gênant et s'agglutinant comme leurs prédécesseurs. Non, ils avançaient méthodiquement, en faisant preuve d'une discipline de fer. Les combats furent terribles, et pendant plus d'une heure sur les remparts, nous leur firent face, mais ils n'arrivaient pas à avancer. C'était incroyable. Se pourrait-il que nous puissions l'emporter? Même leurs troupes d'élite ne parvenaient pas à nous briser. Un élan de courage et d'espoir courait parmi nous. Mais qu'est-ce qui a fait basculer la bataille alors? C'est justement là que tout bascula. Alors que nous reprenions espoir et que nos ennemis étaient à bout, nous virent un groupe d'Ottomans qui se trouvait là-haut, en haut des murailles. Ils étaient rentrés par une petite porte mal fermée, la Kerkoporta. Nous devions absolument les repousser, ou c'en était fini de nous. Mais au même moment, alors que nous nous dirigions vers le tour, le général Giustinani s'écroula devant nous, touché par une balle de coulévrine. Nous étions perdus. Comment faire? Notre général était hors de combat et nous devions l'évacuer. C'est à ce moment que nous avons vu le drapeau se hisser en haut de la tour. Sans Giustinani, tout était perdu. Les Vénitiens se repliaient. Nous en avons fait de même. Il ne restait plus que les Byzantins pour défendre la ville et leur honneur. C'est dans ce vacarme que nous avons perdu la vue de l'empereur. Certains disent qu'il a survécu, d'autres que l'on a retrouvé son corps après les combats. Mais comme il se battait sans les insignes, personne ne peut en être sûr. Je pense toujours qu'il est mort en défendant sa ville jusqu'à son dernier souffle. Se battre à ses côtés nous avait montré que c'était un homme brave et d'honneur, et je le vois mal fuir sa ville, même pour essayer de la reprendre plus tard. Alors que les Ottomans commençaient à piller la ville, nous avons profité de la confusion pour rejoindre le port, et avons récupéré le maximum de réfugiés avant de nous en aller. La marine ottomane ayant débarqué pour participer au pillage, nous avons réussi à nous enfuir. Mais ce ne fut pas le cas de tous les navires, et nombreux furent massacrés ou mis en esclavage. Alors que nous étions sur le chemin du retour, après quelques jours de mer, Giustinani succomba à ses blessures. Un autre grand homme était tombé pour Constantinople. Mais malgré cela, Constantin XI était le dernier empereur romain, et l'on connaîtrait maintenant Mehmet II, comme Mehmet Fethi, Mehmet le Conquérant.
C'est un moment charnière de l'histoire, pour sûr. Je te remercie de t'être fait le vaisseau de ce récit. Je dois maintenant me rentrer. J'ai d'autres histoires à collecter.